Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette rencontre orchestrée par les éditions Le Duc. Alors actualité oblige, nous sommes à distance, mais nous sommes là, envers et contre tout, et nous sommes surtout très heureux de partager cette semaine depuis lundi ensemble, une webconférence matinale en direct inédite de 9h30 à 10h15. Et aujourd'hui, nous clôturons ensemble cette semaine. Alors merci à vous pour votre présence. Une présence, je le rappelle, active. Vous êtes co-acteur de cette webconférence puisque vous pouvez intervenir à tout moment dans l'encart blanc, voilà, prévu à cet effet pour poser vos questions, partager vos commentaires, vos interrogations. Et c'est Eugénie des éditions Le Duc qui se fera le relais de vos réflexions. Et puisque j'ai le plaisir de vous accompagner ce matin, je me présente à vous, je suis Charlotte Savreau, je suis journaliste et ravie de commencer cette matinée à vos côtés. Alors, je vous présente celle qui va illuminer ce début de matinée par son magnifique énergie. Et quelle énergie! Natacha Dysgowski, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir et bonjour à tous ces participants très matinaux qui ont fait l'effort d'être là ce matin. C'est formidable. Et alors, Natacha, beaucoup de choses à dire puisqu'on avait même commencé déjà un peu l'émission avant même de prendre l'antenne. Alors, avant d'évoquer votre livre, Belle et bien dans mon âge, qui fera l'actualité de la rentrée de septembre, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes directrice de la communication et de l'image de grandes marques de luxe et de beauté, notamment L'Oréal. Vous l'avez été pendant 20 ans. Puis finalement, vous avez créé votre propre société de conseil et également un blog bien-être, développement personnel sur lequel vous aidez les femmes à habiter leur âge avec splendeur. C'est tout l'enjeu de votre livre. Et vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux. Vous vous adressez notamment aux femmes de 50 ans et plus, une génération que vous incarnez vous-même à merveille. Alors j'imagine que ceux qui nous suivent se disent « Oh là là, un livre sur le bien vieillir, encore un de plus ». Alors justement, qu'est-ce qui fait la singularité, la valeur ajoutée de votre livre, peut-être de votre parcours et donc sa différence par rapport à tous ceux qu'on a déjà pu lire jusqu'à maintenant. Natacha. Alors, merci pour cette présentation. Donc en effet, je suis à la base publicitaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé en effet sur la communication de grandes marques avec je dirais, une spécialisation dans la beauté pendant des années. Et c'est justement le fait d'avoir eu cette chance de travailler dans cet univers de la beauté, alors je dirais au sens large, qui va jusqu'au bien-être, la santé, etc., qui m'a donné l'occasion en fait de rencontrer plein d'experts extraordinaires et d'acquérir en fait une connaissance sur le corps et son fonctionnement qui m'a permis en fait de mettre au point, je dirais, ma méthode à moi pour faire de l'âge quelque chose d'agréable. Et en fait, ce livre ne traite pas du bien vieillir parce que je pense que on peut tout à fait prendre de l'âge sans vieillir. C'est deux notions qui sont très différentes l'une de l'autre. Et simplement, comme on a ostracisé l'âge en l'entourant de préjugés et d'archétypes négatifs, eh bien, on a fait cette association, en fait, de se dire, eh bien, quand on prend de l'âge, on vieillit. Bon, ce qui est faux. Et derrière vieillir, on entend la perte. Bon, l'âge, il fait partie de la vie intégralement. Et donc, moi, eh bien, j'ai décidé assez rapidement que j'allais, comment dire, acquérir les connaissances suffisantes sur comment fonctionne le corps humain pour pouvoir, en fait, eh bien, adapter mon mode de vie, mon hygiène de vie, de façon à ce que mon corps, eh bien, il soit le plus performant possible et dans la meilleure forme possible. Donc, en fait, tout ce dont je parle dans ce livre, c'est quelque chose que j'ai fabriqué en fait au fil des années et que j'ai évidemment testé sur moi. Et aujourd'hui, moi j'ai 57 ans et je sais pertinemment que mon âge biologique, parce qu'on a différents âges, on a l'âge de la carte d'identité, puis on a un âge biologique, celui de nos organes. Moi je sais que mon âge biologique, il a 15 ans de moins. Voilà. Et donc que j'ai un corps qui fonctionne comme si eh bien, j'avais plutôt 40 ans que 57. Voilà. Et ça, c'est tout à fait possible pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, sans investissement particulièrement coûteux, juste en ayant compris comment nous fonctionnons. Et je pense que c'est la connaissance qui permet en fait de devenir expert de soi-même et de se gérer et en fait et du coup
d'habiter son âge. Ce dont vous avez parlé, habiter son âge, c'est ne pas le subir. Et pour C'est ne pas finalement subir, agir. Est-ce que c'est l'idée? C'est agir plutôt que subir? Parce que ce livre, c'est un concentré, finalement, on peut le dire, de 20 années d'expérience, les vôtres. Vous êtes parti à la découverte de ce qui pouvait justement vous aider à maintenir votre énergie, votre vitalité, c'est d'ailleurs prendre de l'âge sans s'en rendre compte d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un concentré de l'essentiel de votre expérience que vous êtes allé d'ailleurs chercher auprès des plus grands professionnels et des plus grands experts, hein, il faut resituer le contexte. tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à avoir cette compréhension et connaissance du corps, ben, je me suis adressée à ceux qui ont cette connaissance. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai beaucoup interviewé de médecins, mais pas que des médecins allopathiques, on va dire, mais aussi ayant fait énormément de cures de détoxination dans différents centres, avec différentes personnes qui ont inventé des méthodes intéressantes s'inspirant de la médecine chinoise, beaucoup, puisque en fait, nous sommes un concentré d'énergie et que ce qui est intéressant, c'est de mélanger le meilleur de la médecine et de la compréhension du corps humain façon Occident et aussi en intégrant tout ce que la médecine chinoise peut nous apporter et nous aider. Donc oui, c'est vrai que la méthode que je délivre dans mon livre, en fait, je donne toutes les connaissances que moi j'ai acquises et je l'explique d'une façon la plus simple possible et la plus pédagogique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on a, dans ce monde où il y a de la surinformation, finalement, digérer l'information et prendre l'information qui est importante pour soi, c'est pas si facile que ça au final. Et pourtant, eh bien, c'est facile de comprendre comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qui lui fait du bien et qu'est-ce qui accélère son vieillissement. C'est-à-dire que moi, on en parlait, mais il y a une légende urbaine qui m'exaspère, qui est les bons gènes. Alors, une bonne fois pour toutes, les gènes, c'est uniquement 20% en fait de notre fonctionnement. 80% du vieillissement du corps et des organes, c'est l'influence des agressions extérieures, donc le contexte dans lequel on vit, ce que les scientifiques appellent l'épigénétique. Donc, 80%, c'est notre mode de vie. C'est les UV, la pollution, l'alcool, le sucre. Ça, c'est ce qui fait vieillir le corps. Donc, on a 80% sur lesquels on peut agir. Donc vous êtes en train de nous dire, Natacha, vous êtes en train de nous dire qu'on a une marge de progression, d'amélioration et d'action extraordinaire pour créer un décalage entre l'âge civil de la carte d'identité et l'âge biologique. C'est-à-dire qu'on a les cartes en main. On a tout en main parce que, en fait, tout le vieillissement du corps, en fait, il est lié à son hygiène de vie, c'est-à-dire à la fois à sa rigueur, enfin en tout cas son hygiène alimentaire, l'activité physique, hein, et je dirais le fait de muscler son mental, de s'occuper aussi de la dimension psychologique, c'est-à-dire tout est important pour comment dire, traverser l'âge et l'habiter. Habiter son âge, ça veut dire en prendre possession. Ça veut dire ne pas le subir. Voilà. Et donc, être acteur, ben, pour être acteur de quelque chose, il faut avoir des connaissances. Et une fois que vous avez les connaissances, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que moi, une fois que je vous donne toutes les informations de comment faire pour avoir la bonne hygiène alimentaire, pourquoi l'activité physique, elle est fondamentale, que la sédentarité, c'est la mort de la bonne santé. C'est-à-dire qu'un être sédentaire va, là, pour cette personne-là, l'âge va être un problème. Voilà, ça, il faut le savoir. Ça ne se passera pas bien. Parce que le corps, il a besoin de mouvement pour fonctionner. Mais lui-même, par exemple, si je vous prends la lymphe, c'est ce qui, en fait, va drainer les toxines à l'extérieur du corps. La lymphe, elle ne peut circuler que quand on bouge, à la différence du sang. Le sang, il est pompé par le cœur. Donc, même quand vous êtes assise, là, il circule. Votre lymphe, à vous et à moi, bah là, elle ne peut pas circuler parce qu'on est fixe. Voilà. Donc, les toxines vont s'accumuler dans le corps. Vous voyez, c'est simple. Mais une fois que vous avez dit ça aux gens, bah, ils comprennent pourquoi il faut se lever toutes les heures. Pourquoi il faut marcher toutes les heures. C'est pour ça. C'est pour la lymphe. Vous voyez, mais au lieu de donner… En fait, moi, ce qui m'a toujours exaspéré, c'est que ce soit des régimes ou des règles ou des méthodes, c'est d'imposer aux gens des choses en leur disant il faut faire ça, sans dire pourquoi. Parce que si vous expliquez le pourquoi, à partir de là, eh bien, ce que quelqu'un va vivre comme une contrainte, faire de l'activité physique tous les jours 1 heure,
ne devient plus une contrainte, ça devient génial. Je La vais. compréhension est la compréhension est la première étape avant la mise en action. Alors justement, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est-à-dire que l'équation est finalement assez simple. Pour donner le meilleur de lui-même, notre corps a besoin d'être aidé. Vous dites que d'ailleurs, quand on fait ce pas vers notre corps, ce pas favorable, mais il nous le rend au centuple. Alors concrètement, ça passe, ça veut dire quoi et ça passe par quoi? Parce que c'est ce que vous proposez dans votre livre, c'est de faire un partenariat avec notre corps. En fait, il faut faire corps avec son corps. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on arrive à près des 50 ans, c'est-à-dire au milieu de sa vie, avec cette transition du milieu de vie qui peut Vous être dites que c'est un âge déstabilisant. pivot, hein? C'est un âge Voilà, pivot, c'est un âge mouvement de pivot parce décalage. que Ouais. voilà, parce que c'est un âge où bon, bah, il y a plein de choses qui changent. Il y a la ménopause qui commence à arriver, qui est perturbante. Il y a comment dire, des bouleversements aussi au niveau familial. Les enfants ont plutôt tendance à s'en aller à cet âge-là. Il peut y avoir des bouleversements au niveau professionnel, au niveau personnel. Il y a des remises en question. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais alors, s'il y a bien un truc où c'est le moment de le faire, c'est que il faut se réconcilier avec son corps et il faut s'aimer. Et je sais combien c'est difficile. Parce que moi, je vois le travail que ça m'a demandé. Je ne m'aimais pas. Donc, forcément, j'étais toujours en train de me trouver tous les défauts du monde. Je n'étais jamais assez. Pas assez grande, pas assez comme ça, pas assez ceci. Donc, au bout d'un moment, et pourquoi on a ça? C'est parce qu'on a tous, toutes en tout cas dans notre tête, une image de nous idéalisée. On a un corps idéal qu'on s'est fabriqué un jour, enfin qu'on s'est fabriqué au fil en fait de notre adolescence, de notre jeunesse, etc. Et ce corps idéal, évidemment qui est complètement inatteignable, eh bien, il est polluant. Il empêche de s'aimer. Et tant qu'on ne s'aime pas, on ne fait pas corps avec son corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas un partenaire de soi. On est en train de le juger. On est en train de le martyriser, on essaye de le faire rentrer dans des trucs où c'est pas forcément lui et on ne l'écoute pas. Or, le corps, il parle. Parce que quand on disait tout à l'heure que le corps est une machine extraordinaire, le corps, il sait tout seul quand est-ce qu'il doit manger, boire, dormir, se régénérer. Il a des capacités d'autorégénération. La nuit, on n'imagine même pas, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une espèce de centrale, une centrale nucléaire qui, en fait, élimine les déchets, régénère les cellules. Le corps, il se régénère en permanence. Il faut savoir, par exemple, que les cellules de la peau, toutes les 3 semaines, on a une peau totalement neuve. Bon, bah voilà, les cellules de l'intestin, elles mettent 4 jours à se régénérer. C'est pour ça que quand on fait un jeûne… Alors, ça oui, Natacha, Non. mais est-ce que cette auto-régénération, elle reste aussi vaillante à partir de 50 ans? Vous dites quand même qu'à partir de 50 ans, ça remue, hein, pour reprendre vos termes, vous dites ça remue fort, mais pour notre plus grand bien. C'est-à-dire que cet âge pivot de 50 ans, où il y a beaucoup de choses se jouent finalement pour notre avenir, pour notre capacité à habiter notre âge, vous dites que c'est une merveilleuse opportunité à saisir. Donc, quel est le cadeau derrière l'épreuve de ce cap de la cinquantaine? Parce que vous adressez aux femmes de 50 ans et plus. C'est malgré tout finalement le public de cet ouvrage. Mais en fait, c'est mon public, je dirais, naturel de ma communauté, parce que j'ai décidé, moi, qu'il y avait tellement peu de choses qui étaient faites pour les femmes de 50 ans, ayant travaillé dans la cosmétique pendant 25 ans, où de toute façon, on montre toujours des filles de 25 ans pour tout, voilà, y compris pour des produits qui ne les concernent pas. Moi, j'ai décidé de m'adresser aux femmes de 50 ans pour dire l'âge, c'est génial. Voilà, c'est-à-dire que 50 ans, c'est super. D'abord, on est vivant, et être vivant, je trouve que c'est beaucoup plus sympathique qu'être jeune. Voilà. Mais attendez, en quoi c'est super? Parce que vous dites quand même dans votre livre que ça chamboule, que cet âge pivot met à nu nos vulnérabilités, qu'il malmène notre confiance, que là, on est saisi par cette peur de vieillir, d'être exclu, qu'il y a quand même des signes du temps qui passe, un corps qui récupère moins vite, un manque d'éclat de la peau, des hauts et des bas émotionnels, une énergie aléatoire. Ça, c'est quand même la réalité. Et pour autant, vous dites que c'est une merveilleuse opportunité que ce cap de la cinquantaine. Alors expliquez-nous en quoi c'est une opportunité pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En fait, c'est une opportunité géniale parce que c'est le moment où on peut se rencontrer avec soi-même. C'est-à-dire qu'entre 20 et 40 ans, finalement, on se construit l'image par rapport à l'éducation qu'on a eue et à ce que l'on pense que l'on doit être pour être un enfant que ses parents vont aimer, pour être un bon enfant, pour être un bon conjoint, pour être Dans un le bon… conditionnement. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait,
parce qu'on s'est imaginé ce qu'on attendait de nous. Voilà. Moi, j'avais l'impression que je devais être première tout le temps. Alors, à l'école, et puis après dans la vie. C'est beaucoup plus compliqué dans la vie qu'à l'école. Bon. Donc, vous imaginez tout ce qu'on attend de vous et vous vous construisez par rapport à ça. Bon. Donc ça, c'est comme ça. Donc c'est le psychanalyste Carl Jung qui explique ça très bien. Il dit c'est une période où on se construit par rapport à l'extérieur. Voilà. Et on répond à un certain nombre d'images que l'on pense, que l'on doit, auxquelles on doit en fait… Une injonction finalement, oui, une forme d'injonction. Des choses que vous vous êtes imaginées dans votre tête par rapport à votre éducation. Bon. À partir de 50 ans, c'est le moment où vous avez fait tout ça, vous avez fait ce parcours, vous avez fait fonder une famille si c'était important pour vous, vous avez eu une carrière formidable si c'était important pour vous, vous avez fait plein de choses comme ça. Là, à ce moment-là, vous avez l'opportunité, en fait, de devenir la personne que vous avez envie d'être, de rencontrer cette personne qui vous ferait, avec laquelle vous avez envie de vivre. Et donc, forcément, ça demande… Ça va provoquer des remises en question, mais ce sont des remises en question positives. C'est-à-dire, c'est un espèce de processus qui s'appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de soi. Voilà. Et donc, cette rencontre de soi, elle demande un travail. Ça veut dire qu'on va accepter, en fait, de se débarrasser ou de laisser tomber un certain nombre d'habits de scène, de masques avec lesquels on avait l'habitude de vivre. Et puis, petit à petit, on va laisser d'autres facettes de soi, en fait, advenir. Ça ne veut pas dire que l'on va mettre à la poubelle qui on a été. Pas du tout. Ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est… On a été, mais on n'est pas obligé d'être toujours la même personne. Tout comme on n'est pas obligé d'avoir toujours les mêmes amis. On n'est pas obligé d'être toujours dans le même chemin. On peut changer de chemin, on peut bifurquer. Et forcément, tous les processus de changement sont déstabilisants. Voilà. Mais ils permettent justement d'aller à la rencontre de soi. Et de quelque part, moi je trouve, c'est l'opportunité de se réconcilier avec une partie de soi qu'on avait peut-être et d'aller vers quelque chose qui nous semble plus juste à ce moment-là. Et d'ailleurs, vous dites, c'est l'âge pour vous, vous l'avez appelé ce cap de la cinquantaine, l'âge renouvellement. J'aime beaucoup cette phrase. Vous dites que c'est le moment idéal où l'on peut décider d'abandonner qui nous croyons que nous devons être pour devenir ce que nous sommes vraiment. Alors, il y a une image qui est au cœur de votre ouvrage, cette notion d'habiter son âge. Et vous dites que d'ailleurs, vivre dans son âge, c'est comme vivre dans une maison et qu'à partir de la cinquantaine, c'est un peu une maison de campagne. Alors, expliquez-nous ce parallèle, justement, l'idée d'habiter, de faire corps avec cet âge et cette maison de campagne que l'on découvre à partir de la cinquantaine. Alors, cette image que j'aime énormément, elle est venue d'une conversation que j'avais justement avec un de mes amis qui est un cerveau génial et j'aime beaucoup faire du ping-pong avec lui quand je parle. Et il me dit, mais tu vois, la cinquantaine, en fait, quand je regarde tous les articles que tu écris sur ton blog, etc., en fait, c'est un peu comme la maison de campagne par rapport à l'appartement qu'on a dans la ville dans laquelle on habite. Alors, je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, parce que regarde, quand on commence sa vie quelque part professionnelle et même sa vie tout court, on a un appartement qui doit aussi correspondre à son statut social, à l'image qu'on veut renvoyer de soi, etc. C'est aussi un appartement pour soi, mais c'est aussi un appartement pour l'extérieur. Voilà. La maison de campagne, c'est vraiment un endroit qui est pour vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez construire par rapport à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément un endroit où vous allez faire venir le monde entier, il y aura votre famille, vos proches, mais c'est un lieu de l'intimité. Donc, c'est quelque part, une maison de campagne, elle est toujours, quand vous êtes invité parfois chez des gens dans une vraie maison de campagne, c'est là où quelque part, vous pouvez avoir des surprises si vous laissez leur appartement. Et la maison de campagne, vous dites, ah tiens, je ne pensais pas que cette personne était comme ça. Et en général, vous êtes interpellé plutôt en bien, parce que ça vous dit des choses de l'intimité. Et habiter son âge, c'est se réconcilier avec son intimité. C'est-à-dire que c'est véritablement être avec soi, je dirais, en amitié de soi, voilà, en ayant cette posture de… Alors, je sais que la bienveillance, c'est le truc tarte à la crème que tout le monde utilise. Moi, je dirais plus devenir sa meilleure amie et se parler comme on parle à sa meilleure amie. Quand vous réfléchissez, quand votre meilleur ami ou votre ami d'enfance, garçon ou fille, peu importe, vient vous voir et vous parle, vous lui allez donner des conseils en lui parlant d'une certaine façon.
pourquoi vous ne vous parlez pas comme ça, vous aussi, quand vous Mm. vous posez Mais on est euh, toujours avec est-ce soi-même, que, hein, on s'aperçoit qu'on. Oui, oui, non, mais on ne s'accorde aucun écart. Et c'est pour ça que votre livre est aussi très, allez, décomplexant d'une certaine manière, hein. Et d'ailleurs, vous utilisez souvent ce terme en majuscule, en gras, régulièrement dans le livre, c'est le sans complexe. mais C'est-à-dire oui, je veux habiter pas. son âge, c'est aussi s'autoriser à. C'est un livre d'acceptation, d'autorisation et de déculpabilisation. Mais oui, parce qu'on a l'impression, comme on vit dans une société qui est, comment dire, organisée autour du jeunisme. Et donc, on a même imaginé le mot, je veux dire, antinomique de jeunisme, qui est l'agisme. Donc, tout à coup, l'âge deviendrait presque une faute. Bon, alors, ça, c'est pas possible. Parce que l'âge, il est intégré à la vie. Donc, du jour où on est, on commence à prendre de l'âge, par définition. Donc, être contre l'âge, c'est être contre la vie. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est comment dire, quelque chose qu'il faut absolument dénoncer. Et sans complexe, parce que tout le monde prend de l'âge. C'est-à-dire qu'il y a un moment où C'est c'est inéluctable, c'est c'est inéluctable. Et naturel. c'est C'est collectif. naturel. Ouais. En revanche, on n'est pas obligé d'avoir un vieillissement accéléré. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Et moi, ce qui m'intéressait justement, et ce pourquoi j'ai fait ce livre, c'est pour dire aux femmes, premièrement, c'est pas parce qu'à un moment, vous allez avoir 50 ans et que la ménopause va être là, que tout à coup, il y a l'obsolescence programmée qui va se mettre en place, que tout à coup, vous n'êtes plus une femme, vous sortez de la sphère du féminin triomphant. C'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose qui est du registre du transgénérationnel, que tout le monde se trimballe sur les épaules, mais c'est archi faux. Donc voilà, la ménopause n'est jamais qu'un processus d'adaptation hormonale, comme l'adolescence, comme les maternités, c'est tout. Le corps ne se dégrade pas, il s'adapte, voilà. Et la femme garde les pleins pouvoirs sur sa féminité, sur sa séduction, et elle continue à avoir un corps désirant, un corps Alors, sexué. Natacha, dans votre livre, il est très beau parce que dès le démarrage, vous faites alliance avec les femmes. Pour reprendre, alors j'ai les épreuves, hein, parce que j'ai le privilège, vous le dites, c'est à toutes les femmes, pour toutes les femmes, avec toutes les femmes. Donc vous faites vraiment alliance avec elles au cœur de cet ouvrage. Vous leur donnez, même vous leur prenez la main avec la vitalité qui est la vôtre, et vous allez même finalement au-delà dans le livre, puisque vous inscrivez vraiment dans une dynamique et dans une démarche sociétale pour que les femmes de 50 ans et plus redeviennent finalement héroïnes de leur âge, pour permettre à la société aussi d'évoluer et d'avoir une autre vision de l'âge, qu'elle soit en l'occurrence plus juste et plus flatteuse. Donc là, il y a une véritable, vous partez en croisade d'une certaine manière au travers de l'ouvrage, au-delà de son aspect pratique. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé de marier les deux. Voilà, j'ai essayé à la fois d'avoir un vrai discours, je dirais, féministe, mais dans le sens où je trouve que ostraciser pardon, les femmes à cause de leur âge, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi un non-sens. Et ça fait partie de ce mouvement de libération que l'on doit absolument prôner. Et moi, je crois à la force de l'exemple. C'est-à-dire que plus nous sommes femmes à dire moi, Natacha, j'ai 57 ans et pour autant, je ne me considère pas comme vieille. Voilà. Je ne me considère pas comme programmée pour une obsolescence. Je ne me considère pas comme en dehors de la sphère du féminin. Eh bien, plus nous serons de femmes à le dire et à l'assumer, et mieux ça sera. Et moi, je crois que ce tabou de la ménopause, il est central pour les femmes. Parce qu'à un moment, en plus, comme il arrive avec d'autres déstabilisations, et que c'est vrai que la préménopause, c'est-à-dire en fait cette période de la vie entre 45 et 50 ans où les cycles deviennent irréguliers, il peut être délicat à vivre parce que personne n'en parle. Personne ne dit aux femmes que voilà, il va se passer comme ça des ajustements. Donc, vous pouvez avoir des bouffées de chaleur, vous pouvez aussi avoir les montagnes russes émotionnelles, etc. Et comme personne n'en parle, les femmes sont très désemparées quand ça leur arrive et elles ne savent pas bien comment le gérer. Et surtout, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui ont honte à ce moment-là de la ménopause, comme si tout à coup, c'était vraiment un saut de l'infamie. Et ça, il faut le faire sauter, ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à parler de tout, hein, des règles, de l'endométriose, du MeToo, du harcèlement.
On peut parler de tout, sauf de la ménopause. Essayez pendant un dîner de parler de la ménopause, mais un dîner avec vos amis, chez vous. Hein. Non, mais ça m'est arrivé. C'est-à-dire que Ouais. moi, je ne sais pas comment, on avait un dîner comme ça, on était une quinzaine à la maison, tous à peu près, toutes et Non, mais tous. c'est tabou, c'est le mot à ne pas citer. C'est une période comme la période postpartum des femmes après l'accouchement. C'est Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, le silence. Oui, oui. il y a l'omerta. L'omerta, c'est exactement le bon mot. Moi, je ne sais pas pourquoi je me mets à en parler. Bon, je vois qu'autour de la table, toutes les copines, genre, non, moi, non. Alors, toi, non. Enfin, on a le même âge, voire tu es plus âgé que moi. Bon, c'est pas grave, je change de sujet. Bon. Après, elles me sont toutes tombées dessus dans la cuisine. C'est un peu comme quand on fait des booms. Tout se passe dans la cuisine. Oui, oui. Les langues se délient côté cuisine. Ouais. Oui, t'es complètement dingue de nous parler de ça devant nos mecs. Ils vont se barrer. Je dis, attends, oh là là, c'est quoi les poissons là qui est en train de se passer? C'est un peu curieux. Du coup, là, je me suis mis à creuser. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Or, il y a une sociologue absolument géniale qui a fait son doctorat, qui a publié sa thèse de doctorat et qui s'appelle la construction sociale de la ménopause, Cécile Charlab. Ce livre est absolument génial. La ménopause est une construction. À partir du moment où quelque chose est construit, en fait, par le patriarcat ambiant, oui, c'est ça, voilà, c'était patriarcal. Il peut se déconstruire. Et moi, je pense que c'est le rôle des femmes de le déconstruire. C'est mon rôle d'aider les femmes en fait, à se sentir bien, parce qu'il y a plein de façons et plein d'astuces pour. Alors, par exemple, alors on y va, Natacha, parce que je vois le temps qui passe, de manière très pratique et pragmatique, parce que vraiment, votre livre est riche d'enseignements. Vous le dites d'ailleurs qu'il n'est jamais trop tard pour se prendre en main, même si, évidemment, il y a cette vertu de la prévention et de l'anticipation que vous mettez en avant. Hein, c'est quand même un des grands enseignements du livre, c'est-à-dire plus tôt on s'y prend et mieux c'est. Parmi toutes les découvertes qui ont été les vôtres ces 20 dernières années, quelles sont celles qui ont retenu votre attention, qui sont les piliers de votre méthode, de ce programme de vie que vous proposez? S'il y avait 3 méthodes qui ont eu pour vous un avant et un après, ce seraient lesquelles? Voilà, votre livre est à découvrir parce qu'il est vraiment riche d'enseignements. C'est un concentré de 20 années d'expérience, donc c'est dire. Mais s'il y en avait 3 à faire ressortir, ce seraient lesquelles? Alors, la première, c'est j'ai compris comment fonctionnait le métabolisme du corps et pourquoi, avec l'âge, notre métabolisme, c'est-à-dire notre capacité à brûler, en fait, ce que l'on ingère, diminue avec l'âge. Et donc, en effet, si à 50 ans, on continue à se nourrir comme à 30, ça ne va pas marcher. Parce que le corps, il peut plus, c'est comme si on mettait trop d'essence dans la voiture. En revanche, ce qui va permettre au métabolisme de retrouver en fait sa capacité à brûler, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, elle est indispensable. Et surtout, elle est indispensable parce que elle va permettre au corps de continuer à brûler des calories. Voilà. Ensuite, le fait, si vous voulez, de faire cette activité physique, ça vous permet de garder du muscle. Et garder du muscle, pourquoi c'est important? Parce que le muscle, d'abord, c'est le plus gros consommateur de calories qu'on ait. Donc plus on a de muscle, plus on brûle. Et deuxièmement, le muscle, ça n'échappera à personne, c'est un tissu de soutien. Donc, ça évite que la peau, elle se casse la figure. Donc, c'est pas mal. Bon, puis c'est bon pour le mental aussi. Hein. On peut rajouter le mental qui est aussi une partie très importante de votre livre. La dimension développement personnel. Pour moi, voilà. Donc, la première chose qui est importante, c'est comment marche le métabolisme et pourquoi l'activité physique, il faut en faire. Ce n'est pas négociable. La deuxième chose que j'ai appris, c'est pourquoi le sucre est un ennemi public numéro 1 et que, en dépit de ce que peuvent dire tous les lobbies du sucre, il ne faut pas en manger. C'est une catastrophe pour la santé. À la fois, ça ouvre la porte à toutes les maladies de civilisation, c'est-à-dire le diabète, les maladies cardiovasculaires et toutes les maladies auto-immunes. Ça crée un processus inflammatoire à l'intérieur des intestins permanent. Et là, c'est la porte ouverte aux maladies beaucoup plus graves. C'est-à-dire que les cancers, ils se développent quand on a une inflammation chronique. Et le sucre, c'est vraiment quelque chose qui est à bannir de son alimentation. J'entends le sucre... transformé, ce n'est pas le sucre des fruits, ce qui est transformé. Le sucre des fruits, il est très bien, mais voilà. La troisième chose que j'ai apprise, et qui est quand même hyper importante, au-delà de ça, c'est que le travail sur soi, muscler son mental, se donner toutes les forces possibles pour traverser tout ce que l'on doit traverser, c'est important. Et qu'il faut, si on sent qu'on a besoin de se faire aider, il faut le faire. On ne peut pas tout faire tout seul. Et avec humilité d'ailleurs, hein, c'est aussi l'apprentissage de l'humilité en avançant dans l'âge, savoir ses limites et se faire aider en conséquence aussi. Et surtout, par exemple, bien sûr qu'aujourd'hui, et alors,
autre chose que j'ai découverte, c'est le pouvoir en termes de santé du jeûne, le fait de jeûner, c'est-à-dire à la fois de faire un jeûne intermittent une fois par semaine, de manger sur 8 heures et de jeûner sur 16 heures une fois par semaine, et de faire un jeûne aussi thérapeutique quand on le peut, pendant une semaine, dans un endroit dédié à ça. Parce que ça permet en fait un nettoyage. Si on fait ça une fois par an, le jeûne de 6 jours, dans un lieu prévu pour, avec un encadrement, ça vous fait un reset du corps complet. C'est-à-dire que ça permet, par exemple, de changer l'intégralité des cellules de la paroi intestinale. Donc, hop, elle est propre. Pourquoi c'est important? 80% de notre immunité réside dans nos intestins. C'est-à-dire que là, on nous a pris cette crise sanitaire, on nous a parlé des gestes barrières, etc., qui sont importants, je ne les remets pas en cause. Mais l'immunité naturelle que nous avons, c'est notre alimentation, c'est notre hygiène de vie. Donc ça, c'est vraiment... Moi, j'ai compris ça, et quand j'ai compris qu'en fait, ma santé, c'était mon hygiène alimentaire, mon hygiène physique, le fait de faire de l'activité physique. Moi, j'ai recommencé à faire du sport à 40 ans. Je n'en faisais pas avant. Ça me cassait les pieds. Donc, voilà, j'ai commencé parce que je souffrais de douleurs de dos infernales. Donc, j'ai recommencé le sport en faisant du pilates parce que j'ai eu besoin de vraiment me réaligner, travailler sur ma posture. Donc, ça, c'est important. Et puis, le pouvoir, par exemple, de la méditation. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai intégré la méditation dans mon rituel tous les matins, parce que ça aide à apaiser le mental, ça aide à gérer le stress, ça apprend à respirer. La respiration, c'est extrêmement important. On ne nous apprend pas à respirer. On est tout Alors, le temps Natacha, quand je vous écoute, on a le sentiment qu'il faudrait consacrer carrément une journée finalement à ce programme de vie. On entend quand même cette notion de discipline, c'est-à-dire qu'on sent qu'à partir de 50 ans, on ne peut plus avoir la même alimentation à 30 ans avec bon sens, mais quand même que ça fait appel à nous et en l'occurrence à une certaine discipline. Alors en général, ça ne fait pas l'unanimité parce qu'on associe la discipline à la rigueur, à la rigidité, peut-être aussi à une démarche un peu contrôlante de son quotidien. Pour vous, la discipline, c'est avant tout une affaire de régularité? Alors oui, parce que je pense que la discipline, elle permet en fait les rituels. Au lieu Oui. de parler de règles, en fait, moi, je pense que c'est les rituels qui sont importants et le corps, il en a besoin de cette discipline. C'est-à-dire que, en fait, pour être en bonne santé, et il y a cet adage populaire qui dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Ben voilà, ben c'est ça. Ben pour ménager sa monture, en fait, et faire en sorte qu'elle nous accompagne en bonne forme et en bonne énergie le plus loin possible, eh bien, il faut lui, en fait, lui donner les armes pour ça. Il faut l'aider à faire ça. Et plus vous aidez votre corps, plus il vous le rend. Donc finalement, cette discipline, le fait d'avoir une régularité, eh ben c'est la seule solution pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que faire du sport une fois tous les 36 en faisant 2 heures d'un coup, ça n'a aucun intérêt. Faire une journée de jeûne en mangeant n'importe quoi de la nourriture industrielle, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi, j'ai des gens qui font ça, c'est-à-dire qui toute l'année mangent n'importe quoi, n'importe comment, tard le soir, alors qu'on a une chronobiologie, on en parlait, la chronobiologie du corps, qui est importante de connaître, de savoir les heures. Hein, je veux dire, Alors ça, alors on y va. Alors ça, justement, Natacha, parce que je trouve que c'est une partie aussi très intéressante de votre corps, parce que c'est ce que vous dites. Pour aider les femmes à justement agir plutôt que subir, à être expertes finalement d'elles-mêmes et à se mettre dans une dynamique d'action, vous donnez des clés de compréhension pour comprendre, vous le disiez au démarrage, comment le corps fonctionne, pourquoi il a ce mécanisme de régénération, pourquoi au contraire il s'encrasse. Alors expliquez-nous justement, déjà, c'est un des piliers aussi de ce programme que vous nous proposez, ce mécanisme de chronobiologie qui finalement est une première clé de compréhension et d'action favorable pour notre corps. Mais en fait, le corps, il a 3 phases. De midi à 20 heures, c'est la phase dite de l'assimilation. Donc, c'est le moment où le corps, justement, il va être le plus actif pour digérer et transformer tous les aliments qu'on va lui donner. Donc, c'est le moment où le foie, les reins, le système intestinal, il carbure à fond. Donc, c'est là où on doit, par exemple, donner à son corps des protéines, animales ou végétales, peu importe, mais c'est le moment où on doit vraiment nourrir son corps. Donc, midi, 20 heures, c'est pour ça que le déjeuner doit être en fait le repas le plus important qu'on ait dans la journée. Ensuite, de 20 heures à 4 heures du matin, le corps, il se régénère. Donc, à partir de 20 heures,
le corps, il commence à s'endormir gentiment. Le foie, il va se coucher. La température corporelle, en fait, elle commence à diminuer. La mélatonine, qui est l'hormone qui va nous permettre de dormir, va commencer à se fabriquer. Et tout le processus de détoxination des organes va se mettre en place pour ensuite pouvoir régénérer les cellules. Si on dîne tard, au-delà de 20 heures, alors que le corps, il doit commencer à baisser ses degrés, sa température, lourd, avec beaucoup d'alcool, et ben tout à coup, le corps ne peut absolument pas, on vient complètement, interférer avec les processus naturels. Le foie ne peut pas aller s'endormir, les intestins peuvent pas, se concentrent sur digérer, alors qu'en fait, la nuit, ils sont programmés pour autre chose. Donc, du coup, on interfère complètement avec le processus naturel de régénération, et donc les cellules ne peuvent pas se régénérer, dégénèrent, et donc vieillissent de façon accélérée. Bon. Donc ça, c'est entre 20h et 4h du matin. Et d'ailleurs, quand vous dînez tard le soir, vous dormez mal, vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin, parce que ça, c'est le foie qui est sursollicité alors que normalement, il doit dormir, donc il n'est pas du tout content, donc il vous réveille. Voilà, le corps n'est pas bien. Et ensuite, entre 4h du matin et midi, c'est la phase d'élimination. Donc c'est là où le corps va éliminer toutes les toxines qui ont été en fait produites par notre activité, le fait même de respirer produit des toxines. Voilà. Et puis on en ingère aussi de l'extérieur. Mais les toxines produites par nous, qu'on appelle endogènes, sont assez importantes en fait dans notre corps, donc on a besoin de les éliminer. Ça, c'est entre 4h et midi. C'est pour ça que quand on se lève, la première chose à faire, c'est de prendre de l'eau tiède avec un peu de citron pour aider le système digestif à se réveiller et à drainer toutes les toxines que l'on a accumulées. Et ce que vous disent en fait les naturopathes quand vous faites un jeûne, c'est aussi de faire, en fait, avant même que de boire de l'eau, on devrait faire un bain de bouche à l'huile, en fait, le matin, pour décoller en fait toutes les toxines qui se sont accumulées et ne pas les réingérer en buvant de l'eau. Bon, ça, on le fait ou on ne le fait pas, mais quand on le sait, au moins on sait qu'on a accès à cette information. Voilà. Oui, donc, et à la portée de tous, en l'occurrence. Hein. C'est-à-dire, c'est ça qui est portée de tout le monde. formidable aussi dans votre livre, c'est de s'adresser à toutes les femmes. Oui, et c'est pour ça, par exemple, que par rapport à cette chronobiologie, moi, je me suis fabriqué en fait une sorte de méthode qui est le décrescendo alimentaire. Donc, c'est le matin, il faut prendre un petit déjeuner salé et jamais sucré. Voilà, donc on ne fait pas le pain, le beurre, la confiture, les viennoiseries. Non, on fait du pain. De temps en temps, quand même. De temps en temps. Non, mais parce que là, on va nous dire, et où est le plaisir? Où est le plaisir? Eh bien, vous prenez, moi je vous le dis où est le plaisir, vous prenez par exemple un très bon pain complet, magnifique, etc., pas industriel, avec un peu de fromage de chèvre dessus, c'est formidablement bon. Vous prenez un demi-avocat avec un œuf poché, voilà, avec une tranche de pain, c'est formidablement bon. Mais donc c'est désapprendre, ça consiste aussi à désapprendre des réflexes pour en intégrer de nouveaux, ce que vous appelez les rituels, au cœur de notre cheminement finalement. Exactement. Et donc, du coup, quand vous allez faire ça, prendre un petit déjeuner salé, vous allez éviter, en fait, de suractiver le pic d'insuline que nous avons naturellement à 11 heures dans le corps. Nous avons un pic d'insuline à 11 heures. Mais si le matin, vous avez consommé des viennoiseries, vous allez l'accroître, ce pic d'insuline. Donc, votre pancréas, il va être à donf, et donc ça va créer des pics, et vous allez avoir besoin de sucre toute la journée. Vous allez avoir des coups de pompe terribles. Alors que si vous prenez un petit déjeuner salé, léger, c'est pas non plus pantagruélique, eh bien, vous n'aurez pas ça. Et puis surtout, il y a une satiété qui sera bien meilleure. Ensuite, vous faites un déjeuner donc, qui est consistant avec des protéines, animales ou végétales, comme vous voulez, mais des protéines. Et le soir, avant 20 heures, et là c'est très léger, c'est un demi-avocat avec un œuf, une salade avec des tomates, ce que vous voulez, mais alors vraiment très léger pour que quand vous allez vous coucher, votre digestion soit terminée. Et là, la nuit, le corps, il va pouvoir faire exactement ce pourquoi il est programmé. Et le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec une jolie peau, un teint frais, voilà. Et vous devez, quand vous vous réveillez, avoir faim. Parce que si vous n'avez… Mais pour ça, il faut manger très peu le soir. Vous voyez, c'est un cycle vertueux. Alors au départ, si vous avez l'habitude de faire l'inverse, les gens me regardent en me disant « mais comment je vais faire ?» Essayez. Essayez. Si ça ne vous convient pas, on trouvera autre chose. Mais essayez de le faire. Et honnêtement, dans tous les coachings que j'ai faits, ça marche. C'est-à-dire que
mais il faut faire l'effort de le faire. Voilà, c'est Oui, juste et dans la ça. régularité, dans la durée, pour que le corps intègre le changement, hein, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il Ah, faut 4 semaines pour que le corps intègre véritablement un changement, un mode de fonctionnement différent. 40 jours. 40 jours, Il voilà. faut 40 jours. Alors Vous Natacha, vous voyez, savez quoi? Vous êtes formidable, mais le temps passe et place oui, désormais à l'interactivité. Place eh bien, à Eugénie qui va se faire le relais de vos réflexions avec vos questions, vos commentaires. Eugénie, bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour Natacha. bonjour Ah, j'avais Eugénie. dit, hein, j'avais prévenu hier, hein, on termine la semaine en beauté avec énergie avec Natacha. Alors, j'ai vu quelques interventions d'ailleurs Oui, très amusantes hein, qui font oui. référence à notre ami Yann Moix, qui ne doit pas être votre ami, Natacha. J'ai trouvé ça extraordinaire, je viens de le lire. Non, Eugénie, allez. et non, ce n'est pas. Non, mais c'était drôle parce qu'évidemment, j'ai été interrogée. Il a parlé et 3 jours après, je faisais une émission de télé. Donc, on m'a posé cette question. Et la réponse que j'avais, c'est que pour être aussi violent contre quelque chose, ça montre juste une détestation de soi. Et que ce monsieur, son problème, c'est que lui, il vieillit. Et c'est ça son problème. Et c'est lui qui ne s'aime pas. Et donc, et parce que Il quelque part, transpose sur l'autre. pour lui, son partenaire féminin n'est qu'un miroir de valorisation. Donc, plus le miroir va être jeune, plus il va se dire que lui-même est jeune parce qu'il est dans une trouille absolue de vieillir. Mais en fait, c'est son problème qui nous a exposés. Voilà. Donc, Oui, mais c'est magnifique comme réponse. voilà, vous voyez, en fait, c'est lui qui doit aller chez un psy. Voilà, il a un problème. Voilà, mais c'est pas les femmes qui ont un problème de 50 ans. Allez, Alors, Eugénie. il y a une question de la part de Joël qui demande, qui dit, même si ce livre est à destination des personnes de 50 ans et plus, est-ce que les conseils prodigués peuvent être appliqués aux personnes plus jeunes? Et je profite de cette question pour demander, est-ce qu'il y a vraiment, par exemple, si la réponse est oui, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant pour plus tard? Alors oui, parce que le plus tôt on commence la prévention, le mieux on se porte. C'est-à-dire que le plus tôt on adopte une hygiène de vie avec à la fois une hygiène alimentaire et une hygiène sportive, eh bien le plus on sera en forme. C'est-à-dire que pour maîtriser son âge biologique, on peut commencer à 20 ans. C'est-à-dire que si dès l'âge de 20 ans, vous ne mangez aucune nourriture industrielle, voilà, dans 80% des cas, pour moi la discipline c'est 80% et 20% d'écart. Voilà. Et les 20% d'écart, ils sont super importants et on les gère ensuite derrière. Il y a une méthode pour gérer ces écarts. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, le plus tôt on commence à avoir une bonne hygiène alimentaire et une hygiène sportive, ensuite, pour les femmes, on se préserve du soleil. C'est-à-dire que le premier facteur de vieillissement de la peau, ce sont les UV. La première cause de taches de rides, ce sont les UV. Et la deuxième cause de rides, c'est le sucre. Donc, on enlève le sucre de son alimentation. On l'enlève, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de manger des gâteaux, des bonbons, on enlève ce truc-là, les sodas, les jus de fruits, on l'enlève. De temps en temps, si on adore les gâteaux, on s'achète un super bon gâteau d'un pâtissier et on le déguste, ce truc-là. Mais le plus tôt on va commencer, le mieux on va se porter. Moi, j'ai commencé à 40 ans. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que le livre s'adresse aux femmes de plus de 50 ans et plus, mais vous faites un petit mouvement de drapeau auprès de celles qui ont déjà 40 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, mais dès 40 ans, il faut déjà finalement être en alerte et être à l'écoute de ce corps qui commence déjà à nous envoyer d'ailleurs des signaux. En fait, la règle hyper simple, si je devais la résumer un jour, on m'a dit, mais alors, c'est quoi le résumé? Le résumé, c'est, je divise à partir de 45 ans, je fais ce qu'on appelle la restriction calorique. Je divise par 2 mon assiette, je multiplie par 2 le sport et je multiplie par 3 le rire. Voilà. Donc, génial. Voilà, si on fait ça, on est dans une forme éblouissante. Je veux dire, regardez Mick Jagger. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà, et même Lynn Renault, la forme dans laquelle elle est, ou Tina Turner. Alors, c'est quand même, voilà, moi, quand je vois les Rolling Stones, c'est vrai que. Voilà, je vois Keith Richards et Mick Jagger, je me dis, mais il faut qu'on arrête avec l'âge, parce que ces deux-là, c'est quand même des bombes atomiques. Voilà, donc rien n'est impossible. Et est-ce que le citron le matin, pour tout le monde, c'est une bonne petite règle à appliquer? Oui, parce que en fait, mais c'est du citron. On prend un demi-citron qu'on dilue dans un verre d'eau tiède, pas d'eau chaude. Oui, parce que c'est alcanisant, c'est-à-dire que ça va venir diminuer tout l'effet des aliments acides que l'on peut ingérer. Et quand je dis
Parce que c'est pas parce qu'un aliment a un goût un peu acide qu'il est acide. Oui. Voilà, hein. Donc, les aliments qui sont le plus acides, ce sont les protéines, mais on en a besoin des protéines. Donc, on contrebalance en fait le côté acidifiant des protéines par des ingrédients qui sont alcanisants, et le citron est alcanisant. Donc, le matin, un citron tiède, ça permet au foie, en fait, ça fait un bien au foie et aux intestins incroyable. Donc oui, tout le monde peut le faire, mais c'est un demi-citron dans un grand verre d'eau. C'est pas du citron toute la journée, c'est pas de l'eau citronnée toute la journée. Le matin, ça suffit. Voilà, on va rappeler que le trop bien est l'ennemi du bien. Voilà, être juste toujours dans son action. Voilà, exactement. Et alors, le mot de la fin, qui n'est pas une question, mais qui est plutôt une pensée positive, et je pense qu'il pourrait être intéressant de terminer là-dessus, c'est Karine qui dit « Quelle énergie ! Merci Natacha pour ces conseils. » Et je pense que alors ça résume tout. Et au moins, on a la preuve par l'image que tout ce que vous nous apprenez fonctionne. Ah bah c'est gentil. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire vous incarnez le livre que vous portez et vous donnez aux femmes l'envie de vous suivre finalement dans votre cheminement que vous avez vous-même expérimenté. Ce qui est formidable, je trouve, c'est de permettre aux autres de gagner en énergie et en temps, c'est-à-dire la transmission d'expérience et de savoir, c'est ce qui est le plus merveilleux parce qu'on fait gagner du temps aux autres et aux nouvelles générations aussi. Bah, surtout, je pense que, quelque part, moi, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que si je mange n'importe quoi, je grossis. Je n'ai pas de baguette magique. Oui, voilà, si je ne fais pas de sport, je grossis. Si je ne fais pas tout ce que je fais, je ne suis pas dans cette forme-là. Et j'ai commencé à 40 ans à le faire. Je n'ai pas commencé avant. Avant, j'ai fait comme énormément de femmes. Je me suis torturée avec des régimes improbables. Je ne faisais pas de sport. J'étais toujours entre… C'est simple, quand quelqu'un me demandait « Tiens, tu as été dans tel restaurant, c'était sympa, qu'est-ce que tu as mangé ?» J'ai mangé des protéines. C'est-à-dire que voilà, j'en étais comme ça, j'étais devenue dans une espèce d'orthorexie. Et là, je me suis dit, l'étape d'après, c'est la folie. Donc, il faut arrêter ça. Et là, c'est là où j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à mon corps, à comment il marchait. Et je me suis dit, toute cette connaissance que j'ai acquise par plaisir, quelque part, j'ai envie de la transmettre pour aider les autres. Parce qu'en plus, tout est faisable sans des investissements colossaux. Vous voyez, je veux dire, c'est facile à faire. C'est-à-dire que ça ne demande pas de changer d'endroit où on fait ses courses. C'est simplement qu'on achète différemment les choses. Et je précise une chose, je ne cuisine pas, je n'aime pas ça. Donc, même en étant, en étant… néophyte, novice. Mais vraiment, en n'étant pas… Mais vous achetez les bons produits. Voilà, vous ne transformez pas la matière, mais vous achetez les bons produits, le bon pain adapté. Je ne transforme rien, je ne sais pas, j'ai pas envie, ça m'ennuie. Pour moi, c'est une perte de temps, ce truc-là, la cuisine. Bon, il y a plein de gens qui adorent ça, mais moi, j'aime pas. Mais en même temps, je suis la preuve vivante qu'on peut très bien se nourrir en achetant des bons produits qu'on ne transforme pas et sans passer des plombs dans une cuisine. Hein, je le dis, c'est vraiment pas ça mon truc à moi. Hein, et pour reprendre… Et après, on va rendre l'antenne, mais pour reprendre le terme, là, vous disiez, voilà, c'est pas magique, on n'est pas des magiciens. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que le médecin n'est pas un magicien et qu'il nous appartient aussi de ne pas déléguer notre corps entre les mains des médecins et de rester toujours coacteur de ce corps, d'être à l'écoute du corps pour devenir un expert de soi-même, parce que c'est du cas par cas finalement. Mais c'est tout à fait juste. Et quelque part, la connaissance médicale, il y a une connaissance à avoir de base de son corps, de comment il marche. Et c'est ce qui permet d'être en interaction avec un médecin. Un médecin, c'est un humain. Il peut se tromper dans son diagnostic. Le jour où vous le voyez, il peut être de mauvaise humeur, il peut être en plein divorce, il peut avoir un problème avec ses enfants, on ne sait pas. C'est un humain comme les autres. Donc, il est important de se prendre en charge, de savoir comment on fonctionne. Donc, à un moment, on se documente de pourquoi on doit faire une mammographie, une échographie, un frottis, une coloscopie à partir de 50 ans. Enfin, voilà, aller voir un cardiologue. Moi, j'ai appris très récemment que, en fait, la première cause de mortalité des femmes de plus de 50 ans, c'est pas le cancer du sein, c'est les maladies cardiovasculaires. Parce que nous n'avons pas les mêmes symptômes que les hommes. Donc, il y a 4 ans, je suis allée voir un cardiologue pour la première fois de ma vie parce que je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. Maintenant, je le sais. Donc, je le dis à tout le monde. Il faut y aller une fois. Puis à partir de là, vous avez un diagnostic. Vous savez ce que vous devez faire ou pas faire. Mais il faut être acteur. D'abord, on est acteur de sa vie.
on est acteur de sa santé. Donc, on a le pouvoir de ça, surtout au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on a accès à l'information, on peut se documenter, on peut faire de la prévention. Donc ça, c'est important parce que ça permet justement d'être en conscience de soi, d'être consciente de son corps. Et d'avoir le respect aussi pour soi-même, parce que finalement, quand Voilà. on prend soin de soi, on est dans une démarche, on est dans un acte d'amour avec soi-même qui nous permet aussi de mieux rentrer en relation avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas, la démarche n'est pas d'être égocentré, c'est au contraire d'être en accord avec soi pour être encore davantage en relation avec les autres. C'est exactement ce que j'ai appris. Moi, c'est ce que j'ai appris au yoga, où en effet, j'ai compris pourquoi, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Voilà. On va chercher, quand on ne s'aime pas soi, on va chercher chez l'autre un miroir de quelque chose. Voilà. Et que la réconciliation avec soi, elle est fondamentale. La réconciliation avec son corps est fondamentale. Voilà. Et il faut, à un moment, s'aimer. Et surtout, pour ça, il faut arrêter de se regarder par petits morceaux. C'est-à-dire que alors moi j'ai des fesses comme ça, j'ai ça qui va pas, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est vraiment, on corrige ce qu'on doit corriger. Aujourd'hui, s'il y a un truc qui vous gêne chez vous, bah voilà, il y a la médecine esthétique, c'est facile, on corrige. Mais on n'est pas dans ce processus totalement mortifère, en permanence de se juger, de je suis pas comme ça, et se comparer. En fait, pour s'aimer, il faut arrêter de tout faire par rapport à l'extérieur. Il faut faire par rapport à ce qu'on sent à l'intérieur de soi. Natacha, vous êtes formidable. On pourrait rester, mais alors des heures, hein, c'est ça. Mais le temps passe. En tout cas, vraiment, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Nous clôturons cette semaine de webinaire à vos côtés et quel bonheur. Merci infiniment, Eugénie, d'avoir été présente tout au long de la semaine sur un plan technique. Puis vous avez été une passeuse formidable. Merci, des Charlotte. personnes qui nous ont suivis toute cette semaine. Une pensée également pour Hélène et Caroline qui m'ont accompagnée dans cette aventure pour partager avec vous des livres qui feront l'actualité de la rentrée de septembre, une rentrée qui s'annonce engagée aux éditions Le Duc. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle journée et un bel été parce qu'on y va là, hein, c'est magnifique. Hein, c'est là, on inaugure l'été avec ces journées splendides. Merci infiniment, Natacha. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Belle et bien dans mon âge. Et quel bonheur de vous avoir parce que notre société, notre époque ont besoin de gens comme vous. Merci infiniment. Merci Charlotte, merci Eugénie, merci à tout le monde. C'était un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Voilà, merci pour votre énergie à vous aussi qui est quand même incroyable. Voilà, merci infiniment. Belle journée à vous toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.